Mais tout de suite, rencontre avec la chercheuse et essayiste Marcella Yacoub. Depuis des années, elle travaille sur la sexualité, sur la conjugalité. Et son dernier livre est une mauvaise nouvelle, puisqu'elle y annonce la fin du couple. Rien que ça. Bonsoir Marcella Yacoub. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Drôle d'endroit pour une rencontre, magnifique endroit pour une rencontre. On est ici à Paris, au Carmen, qui est un bar de nuit, mais qui fut autrefois l'hôtel particulier de Georges Bizet, qui a composé l'opéra Carmen. L'amour est enfant de bohème. Vous voyez? Oui. Je me suis dit, l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Était un bon résumé de ce que vous faites comme chercheuse, c'est-à-dire travailler à l'intersection du droit et du sexe. Ouais. Ouais, c'est un petit ouais. Pourquoi Non. ouais et pas oui? Non, mais cette phrase que l'amour ne connaît pas de loi me semble très très belle et très juste en fait. Par rapport à la question du couple, effectivement, c'est très compliqué de faire entrer tout le monde dans la même norme. La vie commune, le fait d'élever des enfants ensemble, et être avec une seule personne. Enfin bon. Tout ça nous éloigne de la vie de bohème, c'est ça? La vie de couple, c'est ce qu'il y a de plus éloigné que de la vie de bohème. Oui, mais surtout, on voudrait que ça convienne à tout le monde. C'est ça le problème avec la conjugalité, que ça convient pas à tout le monde. Alors il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de cette. Oui, donc l'amour connaît des lois et l'amour est traversé par des lois et le couple lui-même est enserré par des lois, c'est ça? Exact. Et on voudrait que tout le monde, plus ou moins, vive de la même façon, mais on n'arrive même plus aujourd'hui à faire en sorte que les gens vivent en couple. En fait, il y a de moins en moins de couples, les gens divorcent de plus en plus, ils se marient de moins en moins. Et peut-être si on ne fait pas quelque chose pour changer ce qui se passe, il y aura de plus en plus de gens seuls, en fait, qui va être sans doute la solitude va être une plaie, enfin, ça l'est déjà, mais ça va s'accroître de plus en plus si on ne fait pas quelque chose pour défaire les couples. Vous publiez un livre chez Stock qui s'intitule « La fin du couple ». Est-ce que vous croyez que de nouvelles formes de couple vont émerger? Je ne sais pas si exactement ils vont émerger avant qu'il y ait une véritable révolution, en fait. Les gens ne sont même pas capables d'imaginer qu'il peut y avoir des alternatives au couple. On leur a fait comprendre que c'était les necks plus ultra de l'humanité. Même coup, les gens qui ne sont pas en couple, ils attendent de trouver les princes charmants ou la princesse charmante. Quand on échoue plusieurs fois, ce qu'on vous explique, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, soit que vous avez des problèmes psychologiques. C'est les deux explications qu'on donne, quand en réalité, peut-être, ce qu'il faut trouver, c'est d'autres formes d'association. Mais ça, c'est même pas concevable, en fait. Expliquez-nous en quoi le couple est un enfer. C'est une affaire pour différentes raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'elle compromet l'égalité entre les hommes et les femmes. Vraiment? Parce que, malheureusement, ce sont les femmes qui ont en charge la reproduction et les enfants. Alors, du même coup, tout ce qu'elles ont obtenu comme liberté, comme émancipation grâce à l'égalité juridique et grâce au fait que nous, maintenant, on est plus diplômés que vous, les hommes, nous les payons d'une manière réelle par les temps que nous consacrons aux enfants, Enfin, c'est pas mon cas, que je n'ai pas, j'ai qu'un chien, mais... Et qui vous prend beaucoup de temps déjà. Même les chiens, même qui ne doivent pas faire l'université, ni se marier, ni quoi que ce soit. Et déjà un problème pour vous. Un problème. Mais de fait, les femmes affaiblissent leur investissement professionnel à cause des enfants. Et voilà, du coup, déjà, c'est une source d'inégalité entre les hommes et les femmes. Quand vous dites la fin du couple, vous faites un constat ou vous lancez un mot d'ordre? À bas le couple. C'est les deux choses à la fois. Moi, mon analyse, c'est que on vit toujours dans l'ombre des mariages bourgeois, c'est-à-dire on a essayé de réaménager les mariages bourgeois, et on vit dans la dernière période de ces réaménagements, qui consiste en quoi? En gros, à soumettre, disons, la sexualité à un projet conjugal, parce que la sexualité pourrait servir pour unir beaucoup plus de monde. Enfin, c'est dommage, c'est une énergie tellement puissante et tellement cosmique
qu'à deux, c'est gaspillé. Il pourrait servir à unir beaucoup de monde et à constituer en quelque sorte un socle de lien social au lieu de nous séparer, en fait. Mais cette sexualité cosmique, elle prendrait quelle forme concrète? On a du mal à l'imaginer. C'est quoi? C'est une immense partouze? Non, moi j'ai essayé dans mon livre de traduire un tout petit peu l'hypothèse de Fourier, qui était un auteur du début du 19e siècle, dont les livres, Le Nouvel Ordre amoureux, a été caché jusqu'aux années 60, enfin pendant 150 ans a été caché. Et Fourier lui-même a caché son propre livre. Mais lui, il partait d'une hypothèse qui, à mon avis, est très intéressante. Lui, il voulait instaurer quelque chose qu'on pourrait appeler la philanthropie sexuelle. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire, c'est un concept extrêmement révolutionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sexe ne sert pas simplement pour assouvir nos désirs, mais aussi pour... il disait, il faut quand même être capable d'être généreux avec le sexe. C'est-à-dire qu'il faut quand même donner un peu des plaisirs sans forcément assouvir ses propres désirs. Il pensait aussi qu'il fallait instaurer un droit au minimum sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui doit rester, disons, dans l'état des misères sexuelles, sans partenaire, en fait. Il avait imaginé qu'il y avait des gens les plus beaux et les plus jeunes et tout ça, qui constituaient une cour d'amour, qui donnaient du plaisir aux gens qui ne pouvaient pas trouver des partenaires. Autant on nous dit d'être généreux avec l'argent ou avec notre travail, etc. L'idée d'être généreux avec les plaisirs, ça apparaît comme quelque chose de complètement saugrenu. Et ce qu'il disait Fourier, c'était que ces gens-là, les généreux, seraient tellement valorisés socialement qu'il y aurait beaucoup de gens qui voudraient faire ça, en fait. Excusez mes questions personnelles. Vous êtes marié, déjà? 2 fois. 2 fois, pardon. Alors, pourquoi? C'était pour, comment dire, un terrain d'enquête? Vous écriviez, vous prenez des notes pour vos livres? Ou c'était le désir de se marier que beaucoup de gens peuvent après tout ressentir? 2 fois en plus. Je savais que ça m'engageait pas à grand-chose, en fait. Et quelque part, à une époque, je me disais... Je sais pas pourquoi, comme je suis juriste et que j'avais beaucoup étudié la question du mariage, je disais oui, c'est peut-être intéressant d'un point de vue anthropologique ou je sais pas quoi. J'avais tort. J'avais tort. Vraiment? Non, je regrette. Donc vous êtes marié par amour du droit, en fait, plus que d'un homme. Quelque part, oui. Mais le Pax, ça n'a pas été pour vous une autre possibilité offerte à des gens très différents de s'unir ponctuellement, sans que ce soit à l'église, sans décorum, etc. C'est une procédure administrative très simple. Comme le donc un concubinage. Pax à 3, par exemple, à 4, à 5, une forme d'alliance plus nombreuse serait pour vous une alternative à regarder. Je pense qu'il faudrait multiplier les possibilités. Pour le coup, les Pax à 3 ou 4 pourraient être un espace de solidarité économique, par exemple. Mais c'est pas forcément quelque chose dans lequel l'amour ou la sexualité doit avoir lieu. Enfin, je pense que cette histoire de l'amour et de la sexualité doit être désentravée de ces formes de solidarité économique. Effectivement, moi, je trouve magnifique de pouvoir s'associer à d'autres pour partager un logement, pour partager une voiture, garder des enfants à plusieurs. Enfin, moi, je trouve que, même d'un point de vue écologique, c'est génial que les gens vivent à plusieurs. Mais la question de l'amour, de la sexualité, c'est encore autre chose, en fait. Mais j'ai l'impression qu'elle est insituable. On n'arrive pas, dans le cadre de notre échange, à faire atterrir cette question-là dans une forme. Le couple, vous le critiquez, le mariage, vous le critiquez, le Pax également, un Pax à plusieurs aussi. Je n'arrive pas à imaginer quelle pourrait être la forme dans laquelle pourrait émerger une belle façon d'aimer, une autre façon d'aimer, une autre façon d'être ensemble. Moi, je crois que le secret, c'est la multiplicité. Des partenaires? Des partenaires. On devrait avoir 10 amants ou 12 en même temps, ce qui impliquerait que quand nous rompons une relation, nous serions moins tristes. Oui. Parce qu'on aurait quand même des épaules consolatrices. De quoi se consoler avec d'autres. Et aussi, il y a une partie de la générosité, c'est-à-dire que il y a une partie du sexe pour nous-mêmes et une partie aussi pour la collectivité, c'est-à-dire la fin de l'idée égoïste de la fidélité conjugale. Et
Vous imaginez des gens qui continuent à véhiculer cette double morale, c'est-à-dire qu'un garçon qui couche avec beaucoup de filles, c'est un champion, Un donjon. et une fille qui couche sans sentiment, c'est une pute. C'est terrible encore qu'il y ait cette inégalité. Moi, je crois que malheureusement, la sexualité féminine continue à être très entravée à cause de cette idéologie du sexe avec ou sans sentiment, en fait. Parce que les femmes, ils ont une sorte de théorie très instrumentale de la sexualité, c'est-à-dire que pour les femmes, la sexualité continue d'être un moyen pour trouver un partenaire, un père des enfants, etc. Elles ne se sont pas encore retrouvées avec la sexualité comme expérience. Vous êtes sûr? Malheureusement, les sentiments, c'est pas la meilleure façon d'explorer la sexualité. Hein. Il faut peut-être aussi coucher sans sentiments pour savoir de quoi il est question. C'est une expérience extrêmement complexe et si vous couchez qu'avec des sentiments, vous allez penser plus à l'amour qu'à l'expérience sexuelle elle-même. En fait, je pense qu'il faut avoir toutes sortes d'expériences. Vous êtes émancipé d'un diktat qui pèse très lourd, c'est vrai, dans la société, qui est qu'il faut se reproduire. Qu'on n'est pas un être achevé tant qu'on n'est pas père ou mère. Ah non, ça, j'ai jamais cru à ça. Par C'est contre, vrai. je me souviens qu'avec mon frère, on disait, mais pourquoi tu nous as fait naître quand il y avait un problème? Et moi, j'ai la peur qu'un enfant à moi me dise ça. Je pense qu'elle m'a empêché de la transmission biologique, en fait. À quoi ressemblait la famille Yacoub en Argentine? Oh là là, quelle question vous me posez. Une famille avec une mère très émancipée, qui travaillait beaucoup et qui était très méchante. Ça vous fait rire. Elle était méchante, pourquoi? Et sur Je quoi? sais pas, elle était méchante. Non, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir... Et votre père? Lui, il était très bien. C'était un vrai père. C'est quoi un vrai père? Quelqu'un qui avait remplissait ses rôles de l'égalité. Il était un homme qui assurait toujours. Un vrai père. L'image de père comme ça, psychanalytique, c'était... Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient très extravagants et très sympathiques. Alors, du coup, ça a compensé un peu. Ce qui se passait à la maison. Mais vous avez eu une enfance, une adolescence heureuse dans cette structure familiale? Telle que vous la décrivez, bon, ça a l'air pas mal, hein? Non, ma famille était un désastre. Un désastre. Non, mais c'est pas... Je veux dire, vous savez, c'est pas pour ça que je suis contre la famille. Hein. Au contraire, je pense que la famille, c'est quelque chose de très important et que une des choses qu'on a perdues avec les couples actuels, c'est justement les liens familiaux qui sont devenus trop fragiles, en fait. Parlons des animaux maintenant. Puisque c'est l'autre pôle de votre vie. Parlez-nous de votre chien. Pourquoi vous ne l'avez pas ramené? Parce que comme notre société est très discriminatrice Oui. à l'égard des animaux. Méchante. Et du même coup, il y a beaucoup d'endroits où elle ne peut pas venir. Alors, du même coup, des fois, j'anticipe un trop. Je pense qu'on ne va pas le laisser rentrer. On aime bien les drôles de chiens, nous. Hein. Il est bizarre, hein, votre chien. Bizarre. Physiquement. Parce qu'elle est moche, c'est ça. Oh, elle est horrible. J'osais pas le dire, mais si c'est sa mère qui le dit, je me sens maintenant totalement libre. J'ai rarement vu une bête aussi laide. Elle est grosse, en fait. Oh non, elle n'est pas si moche. Elle est atroce. Non, sincèrement, je vous le dis. Mais sympa, mais sympa. Oui, elle n'est pas très intelligente non plus. Il faut dire qu'elle, juste, je sais pas, je l'aime comme ça, depuis tous ses défauts. Elle n'a même plus des dents parce qu'elle est vieille maintenant. Mais voilà, je l'aime quand même. C'est une vieille fille. Oui, une vieille fille qui n'a jamais été mariée parce qu'elle est stérilisée. Alors, du même coup, les chiens, d'abord, il la trouve mignonne, mais une fois qu'il voit qu'il ne peut pas concrétiser, il la laisse tomber. Et elle est toujours triste à cause de ça. C'est triste. Même les chiens ont des histoires d'amour et de couple difficiles. Ah, terrible, terrible, oui. Bon, vous l'embrasserez de notre part, Mais je ne manquerai pas. hein, et vous lui dites pas ce qu'on a dit sur son physique. Hein. Juste de l'amour. Merci Marcella Yacoub. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.